Merci. Bonjour amis téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans ce plateau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Ibra Touré. Il est le directeur régional du CIRAD, le Centre international, n'est-ce pas, en recherche agronomique pour le développement. Dr Touré, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Amani TV. Merci. Alors, on va peut-être parler déjà de vous, de votre parcours qui vous a conduit à être aujourd'hui directeur régional du CIRAD. Vous êtes géographe, vous êtes titulaire d'un doctorat en géographie, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la recherche pastorale. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur votre parcours? Très bien, merci. Moi, je suis géographe, comme vous l'avez dit, mais j'ai fait un parcours, je suis originaire de la Mauritanie, d'une ville qui s'appelle Kaïli. Et j'ai fait mes études secondaires et universitaires en Mauritanie jusqu'à maîtrise. Ensuite, j'ai été à Nice en 88 pour passer en DEA de géographie à l'université de Nice, où j'ai passé en DEA, ensuite une thèse et en DSS. Je me suis spécialisé en géomatique, tout ce qui est géographie informatique. J'ai été enseignant-chercheur pendant 2 ans à l'université de Nice Sophia Antipolis. Donc, en 1994, après ma soutenance, j'ai été consultant. Je faisais beaucoup de médiation de cadastre dans les ruines françaises. Et après, j'ai été recruté au CIRAD à Montpellier, donc en 1996, en tant que chercheur en géomatique, en appui dans un département qui travaille sur l'élevage de la médecine vétérinaire tropicale, qui s'appelle le CIRAD IMVT. Donc, je suis resté de 1996 jusqu'en 1998-19, où on m'a affecté ici au Sénégal pour monter un projet de recherche sur le pastoralisme. À Montpellier, j'ai assuré beaucoup de missions d'appui un peu partout en Afrique, notamment au Sénégal, au Zimbabwe, au Burkina, en appui aux équipes de recherche du CIRAD qui travaillaient sur ces questions-là. Une fois ici, en 1999, j'avais pour mission de monter une équipe de recherche en partenariat sur les questions d'élevage pastoral au Sahel, parce que c'est au moment où on basculait un peu sur l'éco-régionalité et on voulait davantage en savoir sur un peu ce mode de vie-là. Et donc ici, je suis arrivé en 1999. J'ai travaillé avec l'ISRA, qui est le partenaire principal du CIRAD depuis des années. Ensuite, l'UCAD, le CSI, Centre civil écologique, pour monter ce qu'on appelle un collectif de recherche autour d'une question qui adresse la viabilité, qui adresse l'évolution, qui adresse un peu le rôle de cet élevage pastoral dans l'économie de nos pays. Donc j'ai eu à monter cette équipe qui s'appelle le pôle pastoral zone sèche. Donc c'est dans notre appellation, c'est autour d'une question de recherche, d'un enjeu de développement et puis avec plusieurs institutions. Donc là aussi, cette équipe, j'ai eu à l'animer, à la coordonner jusqu'en 2011 avec des projets autour de tout ce qui est élevage. J'ai beaucoup travaillé dans le Ferlo et au niveau de la sous-région. Je suis parti ensuite en 2011 au Burkina Faso, où j'ai été affecté au Burkina et accueilli au SILS. Le SILS, c'est le comité permanent inter-État de lutte contre la chasserie dans le Sahel, où j'avais comme mission de mettre à l'échelle mes résultats que j'avais eus ici au niveau du Sénégal, au niveau de la sous-région. J'ai eu à travailler pendant 6 ans au SILS et l'opportunité de monter un projet structurant qui s'appelle le PRAPS, un projet de la Banque mondiale, le projet de recherche, développement autour des questions de l'élevage pastoral au Sahel, avec 6 pays, dont le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Donc après avoir monté ce projet, j'ai été assistant technique auprès du SILS pour former l'équipe, pour l'accueillir. Le projet, c'était un projet ambitieux qui visait un petit peu à redonner de la valeur à ces terres arides-là, où le pastoralisme était le seul mode de vie, système de production capable d'exploiter ces terres et d'avoir à la fois un impact social sur les revenus des éleveurs. Donc ce projet, je l'ai monté. Ensuite, je suis reparti à Montpellier en 2017, là, dans mon département d'origine, dans mon UR, où j'ai continué aussi à travailler sur des projets régionaux, l'élevage. J'étais le répondant de mon équipe sur tous les projets qu'on avait au Sahel, du Tchad jusqu'en Mauritanie, jusqu'en 2022, où j'ai été nommé directeur régional
de CIRAD, représentant de l'INRAE et de l'Alliance Agrinium. Et je couvre 8 pays, à savoir le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal où il y a le bureau régional, le Cap-Vert et la Gambie. Donc 8 pays autour de thèmes liés à nos domaines de compétences au niveau de CIRAD. Voilà, une recherche finalisée pour le développement au service des pays du Sud. Félicitations pour ce parcours que vous avez conduit aujourd'hui, comme vous avez dit, comme étant aujourd'hui le directeur régional du CIRAD. Mais quand on parle de vos activités, il y a également la recherche qui est déterminante. Quels sont peut-être les domaines sur lesquels, en tout cas les contributions scientifiques que vous avez eu à fournir, quels sont les domaines sur lesquels ces contributions-là ont porté? Alors, le CIRAD, c'est un centre de coopération et de recherche français, agronomique pour le développement, qui travaille beaucoup en partenariat avec les pays du Sud. Ici, au Sénégal, on a une très longue tradition, où on a travaillé beaucoup avec l'ISRA, mais pas que, depuis certaines années. On est ouvert également aux universités, on est ouvert aussi au secteur public. Nous travaillons dans des domaines qui touchent à la fois, aujourd'hui, le thème lié au changement climatique. On est en plein dans la COP28. On a une équipe qui est en ce moment à Dubaï, qui travaille sur les systèmes agro-pastoraux en termes d'impact du changement climatique, qui essaie en tout cas de montrer la séquestration ou le rôle que l'élevage pastoral peut jouer à ce niveau-là. Mais nous développons également ici, au niveau de cette zone africaine, tout ce qui touche à l'agroécologie. Là aussi, un domaine qui est prioritaire pour nos pays. Nous travaillons également dans le domaine de tout ce qui est sécurité alimentaire nutritionnelle, avec aussi à chaque fois la production de connaissances, de montage de projets. Nous travaillons également sur tout ce qui est lié à la santé animale et santé humaine. On parle beaucoup de l'approche ONF sur les zoonoses. Et là, des projets structurants qu'on gère. On travaille également sur tout ce qui est lié aux céréales sèches. Là aussi, quel système d'élevage de semences il faudra essayer de développer en partenariat avec l'ISRA, bien sûr, avec également d'autres centres régionaux, internationaux qui travaillent avec nous. Voilà. Et beaucoup de renforcement de capacité. Pour moi, étant ressortissant de ces pays, je sais qu'on a besoin dans notre pays d'assurer la transition, je dirais, générationnelle en termes de recherche. On a beaucoup de potentialité, le terrain il est là, il y a des institutions. Donc tout ce qu'on retrouve au niveau recherche comme résultats acquis, on essaie de les transférer aussi avec nos collègues enseignants-chercheurs dans le curricula des formations, soit ici à l'UCAD, à Hussein ou à l'UGB ou dans toutes les universités, en tout cas sénégalaises, avec lesquelles nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Et ces recherches-là, ces activités que vous les faites également pour relever des défis, naturellement, sur peut-être l'agriculture, l'élevage en Afrique. Quels sont ces défis aujourd'hui? Ces défis, c'est autour de la durabilité, c'est autour des systèmes de production. Quel système de production, à quelle échelle? Ça touche également les questions de politique publique en termes d'élevage. Quels sont les systèmes, en tout cas agricoles, qu'il faudra repenser ou redéfinir pour accompagner durablement. Et nos pays ont tout, à savoir qu'on a des terres, on a le soleil, on a une jeunesse, mais le métier même de l'agriculture avec le grand A est à promouvoir. À promouvoir parce qu'on a des exploitations familiales qui sont assez performantes, mais qui manquent de moyens. Et là aussi, nous, ce qu'on essaie au niveau de la science que l'on fait, c'est de trouver à la fois des argumentaires pour démontrer qu'il y a des évidences au niveau économique qu'il faudra voir pour booster cette agriculture-là. D'accord. En faisant quoi? En essayant aussi, nous, d'intervenir dans des arènes. Donc, les résultats que nous avons dans le cadre des projets qu'on élabore avec nos partenaires visent des impacts sociaux, économiques, environnementaux, le bien-être, en tout cas, des populations. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de mettre, d'institutionnaliser des dialogues entre la société et la science que nous produisons, entre les politiques et la science également que nous produisons. Donc voilà un ensemble de plaidoyers pour que nos résultats ne soient plus, en tout cas, des résultats que scientifiques, mais qui impactent beaucoup sur le développement agricole. Et là, le défi, il est immense, quoi, dans toute cette recherche que nous essayons de faire encore. Et nous essayons de replacer l'homme au centre dans toutes nos recherches. On le fait avec beaucoup d'approches qui sont à la fois des approches participatives, territoriales, de définition en tout cas d'enjeux liés
à une vision qu'on peut avoir d'une zone agricole, comment tous les acteurs peuvent se retrouver. Donc là aussi, c'est un peu un des objectifs que nous développons avec nos partenaires. Comment replacer l'homme et la société autour de ces questions d'enjeux internationaux et sur lesquels ils ont aussi des solutions à proposer. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de co-identifier certaines solutions avec eux, de co-identifier des pratiques et de les décrire. En gros, c'est l'innovation. L'innovation demande quand même une interaction multidisciplinaire, interrégionale, qui essaie de formuler et de répondre à ces enjeux-là. Et en termes de résultats aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport peut-être à l'impact, justement, comme vous venez de le dire, de ces recherches-là, de ces activités? Quelle est votre appréciation aujourd'hui par rapport à l'état des résultats? Bon, je prends un exemple qui est assez concret. Je prends l'exemple de ce qui touche à l'agroécologie. Donc là aussi, on a des équipes de recherche au Sénégal depuis un moment, des institutions qui travaillent sur ces questions. À un moment, on a jugé utile de créer ce qu'on appelle une dynamique autour de l'agroécologie, la DITAEL. Donc là aussi, la DITAEL essaie de mettre en place à la fois les sociétés civiles, les ONG, la recherche, les politiques autour de la redéfinition de ce qu'est l'agroécologie. Comme vous le savez, qui est à la fois scientifique, qui est également en mouvement. Dans cela, on essaie de dialoguer pour décliner sa compréhension à l'échelle des politiques, mais à l'échelle également des collectivités. Donc c'est aujourd'hui une réalité au Sénégal qui regroupe pas mal d'institutions. ENDA, PONAT, d'autres institutions qui travaillent avec des universités, etc. L'idée, c'est de travailler à la mise à l'échelle de ces pratiques qu'on essaie d'identifier, dites agroécologiques. Là aussi, on sait que par le passé, nos populations, nos systèmes agricoles avaient des solutions intrinsèques pour faire face aux changements, pour faire face aux chocs. C'est tout ça qu'on est en train de documenter et de voir comment, dans le cadre de la décentralisation, on peut l'exploiter. Et là, après cette dynamique d'ITAEL, on est sur ce qu'on appelle les DITAEL. C'est tout ce qui est lié à l'agroécologie à l'échelle locale. Donc là aussi, avec une prise en compte des collectivités locales. Donc là, c'est un exemple. Et on essaie également de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir tout ce qui est lié à des solutions qui vont nous permettre en tout cas d'assurer à la fois la sécurité et la souveraineté alimentaire de ces populations à travers ces résultats de recherche que nous partageons. Voilà, ça c'est un exemple concret. Au niveau du Sénégal, il y a quand même pas mal de communes qui adoptent, qui travaillent avec nous sur ces questions-là. Alors, pour en revenir au CIRAD, ça fait maintenant 1 an et quelques mois que vous êtes à la tête du CIRAD. Quelles sont peut-être, en tout cas, les actions que vous avez eu à mener pendant cette courte période? Alors là, en tant que directeur régional du CIRAD, ma fonction ici, c'est un peu la suite de ce qu'on fait, ce qui a été fait avec ma prédécessrice, c'est de travailler toujours à l'interface entre nos équipes de recherche et les partenaires qu'on a. Ici, que ce soit l'ISRA, que ce soit l'UCAD, que ce soit l'UGB, etc., à travers des accords cadres. Mon action aussi, c'est participer au suivi. Ici, au niveau de la sous-région, on a une centaine de projets de recherche et développement. Donc, je participe beaucoup aux COPI, aux réunions, je participe beaucoup au lancement de nouveaux projets qui arrivent également. Je travaille également en collaboration, bien sûr, avec toutes les chancelleries ici, de l'Europe, qui représentent les États européens, mais également les autres institutions régionales, autour de l'identification de thématiques régionales capables d'interpeller la recherche sur certaines questions, donc de mettre ça en réseau. Et je y ai participé tout dernièrement à la Biennale, par exemple, l'innovation et la recherche, où l'équipe France, l'IRD, le CIRAD et l'ambassade avaient un stand où on a exposé un peu les résultats et notre manière d'agir en partenariat avec ces pays. Là, sur d'autres projets liés à des résultats qu'on a eus, par exemple sur tout ce qui est lié à l'impact de l'élevage pastoral des changements climatiques, nous allons organiser bientôt une restitution de ces projets. D'autres projets qui travaillent sur les bioénergies également, c'est comment récupérer tout ce qui est résidus post-récolte de certaines filières qu'on peut réinjecter dans la transformation en énergie électrique. Voilà. Donc là aussi, c'est des projets concrets où il y a un laboratoire au niveau de l'IGB qui travaille sur ça. La récupération des balles de riz, la récupération des noix de cajou pour en faire des combustibles qui permettent aux petites et moyennes entreprises, par exemple, d'utiliser ça comme énergie
et diminuer leur facture d'énergie fossile hein, au niveau de la transformation. Alors, docteur Touré, tout à l'heure, vous avez évoqué votre partenariat avec des universités, ce qui montre peut-être l'importance de la recherche dans les universités. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sénégal, des universités fermées, quel est votre point de vue à ce niveau-là? Pour moi, les universités constituent un petit peu la continuité, donc recherche, développement et puis formation, enseignement supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, par nos projets là, les résultats que nous avons engrangés, de les porter à une certaine connaissance scientifique mais aussi académique. En cela, on contribue beaucoup à des masters ou à des écoles de formation doctorale sur certaines questions où on alimente par nos résultats, on révisite les curricula. Certains collègues également sont enseignants-chercheurs, donc nous, on accueille beaucoup d'étudiants. Parce que pour nous, l'UCAD, l'UGB, l'UCEIN constituent des pépinières. On a à peu près une cinquantaine de thésards, de masterisants chaque année, qu'on co-encadre dans les laboratoires où les chercheurs sont accueillis. L'université, c'est vrai que bon, est perturbée par ces mouvements, pour nous aussi, qui nous posent problème en termes de cursus, parce qu'on recrute à partir du master ou des DEA ou des thèses. D'accord? Et c'est vrai que ces années inachevées nous posent beaucoup de problèmes sur le recrutement. Déjà sur le niveau, on le voit. Mais on essaie quand même, hein, à travers aussi certains masters que nous encadrons, on a beaucoup de cours en distanciel que nous faisons. Mais c'est vrai que ça perturbe beaucoup le calendrier des doctorants qu'on a. S'ils ne sont pas inscrits, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais on s'adapte. On s'adapte, ça fait partie aussi en tout cas de notre stratégie, hein, de s'adapter un petit peu à ces bouleversements universitaires qui secouent certains pays où nous intervenons. Mais on espère que c'est éphémère, qu'on va pouvoir en tout cas redresser la barre d'ici l'année prochaine. Et docteur Touré, dans certains pays africains, outre peut-être les potentialités en termes d'agriculture et d'élevage, il y a également des potentialités en termes de ressources naturelles qui parfois impactent sur l'agriculture ou sur l'élevage. Comment est-ce que vous analysez cela, l'impact peut-être de l'industrialisation, en tout cas par rapport à l'exploitation des ressources naturelles sur les activités agro-pastorales? Bon, là aussi, hein, on voit par exemple un exemple. Là, en ce moment, vous parlez de l'exploitation de ressources naturelles, mais pas que, il y a les ressources aussi minières. Oui. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de ressources minières, on prend l'exemple de l'or ou d'autres qui exploitent des zones qui étaient jadis des zones de parcours ou des zones agricoles. Nous, à travers nos approches qu'on a avec les projets, on essaie aussi de constituer des plateformes multi-acteurs pour réfléchir sur comment mieux gérer ces enjeux quelquefois contradictoires pour le paysan lambda. Donc bien sûr, dans tous les projets que nous menons, les grands projets avec la banque, on a ce qu'on appelle tout ce qui est études environnementales et sociales qu'on accompagne, ou bien quelquefois c'est des études d'expertise sur tout ce qui est réimplantation des populations. Donc là aussi, on essaie de travailler sur des approches qui essaient de réduire les conflits liés à la mise en place de certains projets. Donc là, on appelle ça de l'ingénierie sociale. C'est d'essayer de voir déjà, par rapport à un terrain qu'on croit être un terrain vide, vierge, il y a un projet qui arrive, qui veut faire des phases minières. Donc c'est de constituer cette approche à la fois historique et géographique pour voir avec qui étaient là avant, quels sont les acteurs, et comment dans le cadre d'un aménagement ou d'une réaffectation, on peut accompagner. Et donc là, on a des collègues à la fois universitaires et aussi du centre de recherche qui travaillent beaucoup à l'interface de ces approches-là. Participatives, sciences sociales, qui essaient par l'ingénierie d'identifier un peu les sources de conflits potentiels et pour repartir. On a aussi tout ce qui est lié à l'évaluation économique, même hein, souvent, comme je le disais, le CIRAD est épique. On est aussi souvent sollicité pour faire de l'expertise, l'exploitation forestière. Hein, si on déclasse une forêt ou on déclassifie une zone, mais quel est l'impact économique, etc. Donc on a des études, on a des collègues qui travaillent sur ces questions-là d'impact. Donc c'est tout ça pour nous qui constitue nos palettes en tout cas d'intervention au niveau des pays où nous intervenons, mais aussi je dirais ce côté partenariat qui est quand même séculaire à 35 ans de partenariat avec les institutions, il y a une confiance. Et puis beaucoup d'immersion auprès des populations, avec des approches qui nous permettent aussi d'avoir cette confiance et de faire ces acteurs, en tout cas les principaux,
bénéficiaires de ces projets qui ont leur mot à dire par rapport à... Donc on milite beaucoup sur cette reconnaissance et cette action à entreprendre de dialogue entre ces projets qui arrivent. Et là, ben, ça peut aussi aboutir quelquefois pour nous, en termes de produits, à ce qu'on appelle des notes politiques, qui adressent une question, qui voient un peu comment on peut la résoudre, ou des policy briefs. Hein. Souvent, c'est également des vidéos qu'on a sur nos success stories, qui nous permettent aussi de montrer un peu ce qu'on peut faire mieux avec et pour les populations. Alors, est-ce que l'agronomie aujourd'hui présente des potentialités en termes d'emploi? Au vu peut-être, on sait qu'on a des potentialités en termes d'agriculture, mais on sait également qu'il y a des jeunes qui préfèrent partir. On parle également de ces thématiques-là de sous-emploi en Afrique. Quelle est aujourd'hui la place peut-être de l'agronomie par rapport peut-être à l'emploi qu'elle pourrait fournir aux jeunes africains? Ben pour moi, c'est l'avenir. Hein. Enfin, l'agronomie, l'argile agricole, tout ce qui est lié à l'exploitation des ressources agricoles est primordial pour nos pays. Ce qu'il faut, c'est arriver à revaloriser le statut de cet agriculteur, de cet éleveur, pour lui donner un sens au niveau juridique, lui donner toute sa place, parce que c'est quand même ces populations-là, ou ces ménages agro-pastoraux qui nourrissent beaucoup et qui contribuent un peu à l'équilibre alimentaire par ce qu'ils produisent, par ce qu'ils transforment, par ce qu'ils vendent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que bon, ben, il y a une jeunesse aussi, c'est la dividende démographique, c'est aussi une chance pour nous de voir comment on peut mieux travailler sur des métiers qui permettent aux jeunes. Bon, le Sénégal est quand même pour nous, en tout cas, un exemple. Là, on a quand même pas mal d'initiatives, hein. Les ISEP, qui essaient plus ou moins d'identifier des formations courtes pour permettre à cette jeunesse de trouver tout de suite l'emploi. Mais derrière, ben, il faut accompagner par des politiques d'insertion, de réinsertion, qui permettent à ceux qui reviennent également de trouver un terrain, de trouver les moyens d'investir et les accompagner les premiers moments. Et puis de travailler beaucoup sur certaines filières porteuses. Porteuses, parce que là, en ce moment, c'est la production du khal. Il y en a partout. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut transformer, sur lesquels on a une filière à bâtir. Et le fait d'étudier les goûts de cette filière nous permet de voir où est-ce qu'il faut investir. S'il faut transformer, s'il faut mettre des jeunes autour de cela, aussi, ben, c'est à la fois des volontés politiques, mais derrière, des financements qu'il faut trouver. Mais je crois que le Sénégal, bon, l'année dernière, où il y a une année, il y a eu le sommet Dakar 2, avec pas mal d'engagement. On espère que ça va permettre aussi de revenir sur ces micro-projets ou ces activités de jeunesse de revenus qui permettent aux gens de se fixer et de trouver mieux au lieu de traverser, en tout cas, chercher ailleurs un avenir incertain. Pour moi, l'avenir de l'Afrique, c'est ici. Et l'avenir passe par ce domaine agricole où on a, comme j'ai dit tout à l'heure, un foncier, on a du soleil, on a de l'eau. Mais ce qui me manque, c'est les moyens financiers, c'est inciter ces jeunesses à lui donner un statut qui soit reconnu, encore au niveau social, au niveau économique. Et puis après, c'est des inciter par des formations à voir un peu comment on peut les accompagner. Et là aussi, c'est le conseil agricole. Hein. Au Sénégal, on a quand même pas mal de structures qui travaillent à ce niveau, qui ont besoin de plus d'espace pour pouvoir partager cela et encourager nos jeunes à revenir à la terre avec les moyens qui vont avec. Et les femmes, docteur Touré, on sait que oui, elles sont souvent porteuses de projets en agriculture, en élevage. Elles sont les plus impactées. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Tout à fait. Tous nos projets sont des projets qui visent le genre jeunes, femmes, et puis il y a la personne handicapée, etc. Donc nous misons beaucoup à des indicateurs que sur ça. Par exemple, sur les AGR de certains projets qui arrivent, ou bien même sur la participation au niveau des comités locaux de gestion. Là aussi, souvent, c'est vrai que c'est des catégories, c'est des qu'on oublie. Mais nous, dans tout ce qu'on fait, cette catégorie est présente. Ces catégories sont présentes pour pouvoir non seulement s'exprimer, mais donner à voir ce qu'il faut. Et on sait que l'économie familiale aujourd'hui, c'est entre les mains de nos dames, de nos mères qui travaillent beaucoup à la transformation. Donc, comment aussi faire de sorte à ce qu'on accompagne la transformation de ces produits, que ces femmes passent des journées entières à collecter, à conserver. Donc là, ce process également, il y a des technologies qui existent, qui permettront non seulement de produire beaucoup et mieux avec le même espace, mais également de pouvoir transformer ces produits-là au niveau hygiénique, au niveau, je dirais,
de la filière, trouver des débouchés, les mettre en contact avec tout un marché qui est là, qui ne demande que des produits en tout cas bien labellisés, bien préparés. Et ça, je sais que les femmes, les jeunes peuvent exceller dans ce travail, ils le font déjà. Donc là aussi, il y a besoin d'une transformation, d'une formation, d'un accompagnement pour que voilà, ces couches de population vulnérables puissent aussi s'épanouir dans ce qu'elles font comme activité. C'est central pour moi. Et vous avez parlé tout à l'heure également de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï avec des activités parallèles peut-être que vous organisez en tant qu'organisme de recherche. Mais aujourd'hui, avec le fonds qui a été adopté dès le début, Loss and Damage, parlant de fonds de pertes et dommages, est-ce que vous avez espoir, avec toutes les promesses qui déjà ont été faites, que cela peut-être aurait quelque chose, un apport pour l'Afrique? Bon, c'est une COP de plus, avec toujours les mêmes revendications, les mêmes annonces. On espère que cette fois-ci, ça va être des annonces qui vont arriver à point nommé. Parce que là, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut lever ce fonds. Hein, au niveau africain, au niveau européen, au niveau international, mondial. On est sûr que nous, nos pays sont beaucoup impactés par ces... Mais là aussi, moi, je veux bien que nos pays participent également à cette levée de fonds, quoi. Qu'on montre également qu'on veut, qu'on peut, et on attend. C'est demain la déclaration. Si elle sort et qu'elle est, on verra, nous en tout cas dans l'année à venir, les impacts de suite réels, quoi, en termes de financement, en termes d'appui à la recherche, d'appui à des projets concrets qui permettront en tout cas aux uns aux autres de s'épanouir. Il y a beaucoup d'espoir. Nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être vous avez un message pour la jeunesse africaine de façon générale. Ce serait quoi le message? Alors moi, pour la jeunesse, c'est de croire encore déjà en elle, hein, parce que bon, moi, mon parcours est atypique, chacun son parcours, mais c'est toujours garder l'espoir que voilà, avec l'enseignement, la recherche, on peut arriver à, en tout cas, décrocher un travail qui correspond à ce qu'on a fait. Et ensuite, voilà, dans le pourquoi de l'agriculture, c'est parce que aussi, comme je l'ai dit, hein, c'est quand même une des mamelles quoi, de notre développement. Et donc inviter ces jeunes ou cette jeunesse africaine quand même à repenser à leur terre, à repenser à comment en tout cas, accompagner les pays pour le développement. Et l'agriculture fait partie des clés, des secteurs clés qui vont permettre en tout cas à cette jeunesse africaine de trouver les moyens de son épanouissement. Docteur Ibra Touré, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, amis téléspectateurs de Harmony TV, d'avoir suivi cet entretien. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Harmony TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.